Je le vois autour de moi, enfin, des personnes qui après vont commencer à faire des régimes, qui perdent du poids jusqu'à menacer leur santé. Ils deviennent quasiment anorexiques parce qu'ils pensent que le poids est un ennemi pour faire une performance. Des personnes qui ont perdu 25 kilos et qui arrivent presque au niveau du rachitisme. Johan a 22 ans et comme chaque jour, il se rend dans sa salle de sport. Pour se passionner de musculation, cette salle est devenue une seconde maison. Ça va et vous? Ouais, ça va. Ça va, merci. Johan n'est pas sportif professionnel, mais il rêve de participer à des concours de bodybuilding. Alors il s'y prépare avec assiduité. Alors là, je commence à m'échauffer pour éviter la blessure lors de mon entraînement. Ouais. Du coup, j'ai monté la charge progressivement avec un temps de repos relativement court pour vraiment bien chauffer le muscle. Pour que son entraînement soit efficace, Johan va devoir soulever des poids de plusieurs dizaines de kilos. Une discipline de fer, même les temps de pause sont chronométrés. Plus je fais de répétitions, plus je vais travailler la qualité musculaire. Le muscle qui se développera moins et je travaillerai en profondeur pour un muscle plus net. Là, mon objectif pour le moment, hors saison de concours, c'est de faire de la viande. Du coup, je mets lourd, petite série. De la viande? De la viande, c'est ce qu'on appelle du muscle. Antoine, s'il te plaît, on m'assurer, ouais, si tu peux me la décoller. Ouais. J'en fais 8, hein. Tu restes là, 2, 3. Les choses sérieuses commencent. Johan veut soulever 130 kg de charge. Pour sécuriser ses mouvements, il doit solliciter l'aide d'un ami. Allez, 6 tout seul. Allez, 7, dernière. Aide-moi là. Allez, tout seul. 8. C'est bon. Nickel. Tu me rappelles pour la prochaine? Ouais, bah, je te rappelle, merci. Soulever de tels poids provoque des micro-déchirures des fibres musculaires. C'est ce que les bodybuilders recherchent, car la croissance du muscle résulte précisément de la réparation de ces lésions par l'organisme. 2, 3. Un processus qui ne va pas sans une très forte douleur. 3. Allez, 4. 4. Allez, 5. Allez, encore une tout seul. Allez, 6 tout seul. Allez, je t'aide. Allez, vas-y, encore une. Allez, tout seul. C'est bon. Oh la vache. L'effort est tel qu'au bout de quelques répétitions, Johan est épuisé. Au bout de 10 minutes d'entraînement, j'ai déjà plus de jeu. Et c'est là que mon muscle va commencer à travailler. C'est ce que je vais lui demander de faire, sachant qu'il ne peut plus faire. Tu vas faire quoi maintenant? Comment? Tu vas faire quoi maintenant? Je vais faire une élévation large. Le bodybuilding s'est développé depuis les années 70 grâce à la star Arnold Schwarzenegger. Devenu acteur, il a popularisé le culturisme et continue d'influencer les jeunes du monde entier. John aimerait bien lui ressembler. Et pour y arriver, il veut encore grossir malgré la souffrance des entraînements. Mon objectif, c'est de gagner encore plus de muscles, être prêt pour les concours. Et actuellement, je suis à 98 kg à la pesée du matin et je veux atteindre 105 kg. Normalement, tous les mois, je dois prendre 1,5 kg. Le bodybuilding est un sport très exigeant, mais peut-être aussi très addictif. Lors de ces séances, le corps libère de nombreuses hormones, dont l'endorphine. Une hormone du plaisir qui favorise la dépendance. Le docteur Dan Velea est psychiatre. Spécialiste de l'addiction au sport, il connaît bien ce processus hormonal. L'organisme est capable de sécréter soi-même des endorphines. Donc ce sont des opiacés endogènes, sécrétés au bout d'un certain effort, sécrétés 30-40 minutes d'exercice physique. Et on voit que ce type de molécules, chez les sportifs évidemment, mais aussi chez les héroïnomanes, chez les toxicos aux opiacés, vont se fixer sur les récepteurs qu'on appelle récepteurs opiacés. Et quand il y a une décharge, un paroxysme de décharge d'endorphine, il y a un sentiment de bonheur et de bien-être qui s'installe. C'est ce type de mécanisme que beaucoup de pratiquants le disent, ça me donne envie
ça me rend accro. Et je cherche aussi cette décharge d'endorphine sans arrêt. Johan est lucide. Il sait combien il est devenu addict à l'entraînement. Quand je m'entraîne pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais. Le soir, j'arrive pas à dormir, sachant que je me suis pas dépensé, j'ai pas donné tout ce que je pouvais donner. Du coup, le soir, dans mon lit, je tourne partout, j'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai pas cette sensation de bien-être. Je me sens bien que sur mes jours de musculation. Au fond de moi, j'aime ce que je fais, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui m'oblige à le faire. Je suis dans un cercle vicieux. Ouais. Je me sens obligé de le faire. Entre passion et addiction, Johan dessine, muscle après muscle, le corps de ses rêves. Bonne sensation, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis content. Après 1h30 d'effort, le premier entraînement de la journée se termine. Johan reviendra pour une nouvelle séance, dans quelques heures seulement. C'est le deuxième entraînement de la journée pour Johan. Après sa séance de musculation, direction le tapis de course. Vous n'arrêtez jamais? Non, jamais. Si c'est pas la musculation, la diète ou le repos, c'est le cardio. Je m'arrête jamais. Jamais. La hantise de Johan, c'est la graisse. Alors chaque jour, il court 10 minutes de tapis de course pour perdre quelques calories. Ça me permet de brûler toutes les calories que j'absorbe en trop dans une journée. Ça m'évite de faire du gras et de garder un physique relativement propre. 97 calories de brûlées. L'objectif est atteint. Court mais intense. L'entraînement se termine. Mais le bodybuilding, plus qu'un sport, est un mode de vie. Commence une autre contrainte de la passion de Johan, la nutrition. C'est le repas là? Alors oui, c'est ma collation, juste après l'entraînement. Là, je vais prendre 150 g de thon, 300 g de riz cuit et 200 g de compote de pommes. C'est mes collations après chaque entraînement. Je suis à 6 repas par jour. Comptez chaque gramme. Vérifiez chaque aliment. Pour développer sa masse musculaire sans prendre de graisse, Johan s'astreint à un régime alimentaire hyper protéiné, mais faible en glucides et en lipides. Parce que j'en suis à 84 œufs par semaine. J'en mange 12 par jour. 7 au déjeuner, 5 le soir avant d'aller au lit. Du coup, après, il va falloir que je les prépare pour ceux du soir. Sinon, dans mon frigo, bah regardez, il n'y a que de la viande blanche, du fromage blanc, compote de pommes, un peu de thon, des steaks, la viande rouge pour le soir. Précision, il mange surtout le blanc des œufs, mais prend aussi des compléments protéinés. Un régime alimentaire que Johan suit depuis plusieurs années et qui est devenu une corvée à laquelle il s'astreint avec la même discipline. Je mélange tout dedans pour gagner du temps. Au lieu de faire 300 g de riz, manger mon riz, et après mes 200 g de compote de pommes, je mets tout dans le même, je savoure plus. Ça va plus vite, ça m'évite de faire des écarts. Ne pas faire d'écart est devenu une obsession. Peur de perdre les fruits d'années de privation et d'entraînement. Faut que je mange toutes les 3 heures. Alors quand je suis au boulot, quand je suis en ville avec des amis, j'ai toujours un sac à dos avec mes tupperwares pour manger justement ma nourriture. Si je mange pas, je me sens mal, j'ai l'impression de perdre du muscle, j'ai l'impression de perdre du poids. On est malade au bout du compte. On est malade. Hein. Rares sont les sportifs qui reconnaissent leur maladie. Elle a été identifiée, c'est la bigorexie. Une addiction qui touche surtout des sportifs accros à la musculation. Comme les anorexiques, mais à l'envers, ils développent une mauvaise perception de leur image, en se projetant dans un corps idéalisé, hyper musclé. Il y a des facteurs fragilisants, prédisposants. On peut parler de failles narcissiques, on peut parler évidemment pour l'addiction au sport d'un défaut d'image, donc dite dysmorphophobie, c'est un concept très à la mode dans les milieux anglo-saxons, comme la bigorexie, pareil, les gens qui ont
perturbations en termes d'image d'eux-mêmes et qui se retrouvent dans l'image, dans une superposition d'images de bodybuilder ou de quelqu'un qui est performant. Il y a toujours cette notion de challenge et d'autodépassement et ça c'est quelque chose de récurrent dans les consultations. On peut travailler avec ces notions-là évidemment, en apprenant à ces gens-là qui sont des 24/7, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de réduire la pratique, d'accepter la frustration, d'accepter le terme de pause, de récupération et peut-être de focalisation sur d'autres centres d'intérêt. On commence par la musculation, on maîtrise la musculation. Et tout doucement, c'est cette musculation qui vient prendre le pouvoir et on ne maîtrise plus rien. On est dans un cercle vicieux. On tombe dedans, on devient accro. C'est une addiction, c'est une addiction. C'est après un accident de moto que Johan a pris conscience de son addiction. Victime de fractures au dos et aux côtes, il ne pourra plus s'entraîner pendant 3 mois. Un sevrage douloureux à tout point de vue. J'osais plus me regarder dans un miroir, j'osais plus m'habiller avec des vêtements au corps. Je m'habillais large, je cachais mes bras, j'osais plus me regarder. J'acceptais plus le corps, j'acceptais plus mon corps. Pourtant, en 3 mois, ça change pas énormément. Ah, en 3 mois, ça change pas, mais comme j'ai pu vous dire, c'est un mode de vie. Et si le mode de vie est perturbé, il y a tout qui change dans la tête. Physiquement, peut-être pas, mais dans ma tête, si. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est une maladie. À mon avis, tous ceux qui font de la musculation sont atteints par la bigorexie, effectivement. Quand ils se regardent, ils en veulent plus et ils se voient maigres. Quand quelqu'un d'extérieur va les regarder, il va le voir gros et il va dire stop. Voilà, la bigorexie, c'est ça. Et vous y reconnaissez là-dedans? Ah, forcément, oui, je sais que je m'y reconnais, mais le fait d'accepter effectivement la bigorexie, de savoir qu'on est atteint par ça, c'est déjà une grande étape. C'est que je suis quand même conscient de mon physique au bout du compte. Johan le sait bien. Il va devoir choisir. À cause de ça, j'arrive pas à trouver de petite chérie. C'est quoi qui gêne? Ce qui gêne, c'est le mode de vie. Le fait que je la laisse et que je parte m'entraîner 2 fois par jour. Le fait que je prépare mes repas à longueur de journée. Beaucoup de sommeil. J'ai pas envie de sortir les soirs. Je vais pas boire un verre en ville avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Si j'ai envie de progresser dans la vie, construire une famille ou autre, je serai obligé d'arrêter. À Paris, l'Institut Cœur, Effort, Santé reçoit chaque jour des sportifs amateurs. Donc les électrodes, on va considérer ça comme des petites caméras qui vont scruter le fonctionnement de votre cœur pendant toute la durée de l'épreuve d'effort, et ce sur des angles différents, comme ça on ne pourra rien louper. Le docteur Lafourcade est médecin du sport. Aujourd'hui, il fait passer une épreuve d'effort à Raphaël, marathonien amateur. 12 minutes de vélo pour scruter son cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Est-ce que vous avez tout compris? Jusque-là, ça va. Eh bien c'est parti alors, à vous de jouer. Allez, 300 watts. À 45 ans, Raphaël veut participer à une longue course d'endurance. Des centaines de kilomètres qui mettront son organisme à rude épreuve. Son cœur surtout. C'est les risques de mort subite, c'est les risques de souffrance cardiaque d'effort, c'est les risques d'accidents vasculaires, c'est les risques inhérents effectivement à ceux qu'on peut observer dans la population générale, mais qui peuvent être effectivement un petit peu augmentés par la pratique de l'effort. On est toujours à 80 de fréquence cardiaque, donc ça monte tout doucement, tout doucement. Un vrai cœur de coureur, d'endurance. Avec ses 4 entraînements par semaine, Raphaël est très endurant. Pour lui, qui est cadre dirigeant, le sport est à la fois un plaisir et une nécessité. C'est un équilibre de vie. Quand on est habitué à courir, on peut demander à tous les coureurs. Ça fait partie d'un moyen d'évacuer trop plein d'énergie, de stress. Si le cœur tient, je peux en faire ça pendant pas mal d'années encore. Bon, vous avez une épreuve d'effort qui est strictement normale. Donc, Je suis bon pour le service. Apte au service sans restriction. Face à l'engouement de ces dernières années pour la course à pied, de plus en plus de coureurs viennent pour des visites médicales de prévention, mais aussi pour des blessures. Et le médecin constate que cet arrêt forcé est parfois très mal vécu. On s'est rendu compte que la pratique régulière d'une activité physique entraînait finalement la sollicitation des mêmes mécanismes neurologiques et physiologiques que le fait de boire un bon verre de vin, le fait de consommer certaines drogues, tout un tas de plaisirs comme ça qui peuvent devenir addictifs. Et finalement, couper quelqu'un de son activité physique, c'est un petit peu comme priver quelqu'un qui serait
addict à quelque chose de sa substance. Et on a déjà observé chez certains patients des vrais syndromes dépressifs et des vrais problèmes pathologiques, psychopathologiques, dans le cadre d'arrêt de la sollicitation sportive, que ce soit dans le cadre des blessures, dans le cadre des fins de carrière, etc. Ça, c'est des choses qu'on a effectivement observées. Comme chaque matin, Bruno court. Kilomètre après kilomètre. Foulée après foulée. Pour ce chef d'entreprise, la course à pied est devenue bien plus qu'un sport. Un moyen de gérer le stress, de s'évader. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bruno a 45 ans. Ça va? Il est à la tête de 2 entreprises d'informatique. Ok, c'est bon, c'est prêt? C'est prêt. D'accord. Et des appels au support? Non, rien de... Un emploi du temps chargé qui laisse peu de place aux loisirs. Pourtant, dans son bureau, le sport n'est jamais très loin. Alors là, vous trouvez les dossards de différentes courses. Ça, c'est Chicago, le 10-10 2010. Ça, c'est mon premier marathon en moins de 3 heures. C'était mon 3e marathon, mais c'était en moins de 3 heures, avec le dossard et puis les temps de passage ici. La course était une passion de jeunesse qu'il a petit à petit abandonnée. Mais en 2008, à l'aube de la quarantaine, il s'est remis à courir, par défi. Je pense que c'est le besoin de se prouver quelque chose. Il y a un rapport à ça, peut-être un rapport avec la confiance en soi aussi, en disant je suis capable de. Quand on arrive à une course, on dit tiens, je suis capable de, j'ai fait un bon temps. Donc il y a la partie performance qui est importante, puis il y a la partie sensation. C'est vrai que arriver sur être encouragé lorsqu'on court, avoir gagné une médaille, enfin c'est des moments qui valent tous les entraînements et puis qui font oublier la souffrance qu'on a pu avoir à l'entraînement. Des entraînements qui lui permettent de courir le marathon en moins de 3 heures. Un effort physique intense dans lequel il peut s'abandonner. C'est fatigant physiquement, mais c'est reposant intellectuellement. Dans le sport, j'ai un plan d'entraînement très structuré. Donc ça me permet vraiment de poser mon cerveau et puis de me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un peu comme une ordonnance, docteur, je dois courir pendant 1 heure à un certain rythme. Demain, je sais que je vais courir 10 fois 400 mètres en tel temps avec temps de récupération. Pour améliorer ses performances, Bruno a sollicité l'aide d'un entraîneur. Chaque jour, une nouvelle ordonnance lui décrit précisément le contenu de sa séance de sport. Tout est codifié, c'est le côté réconfortant. C'est difficile, mais au moins on sait où on va. Et c'est vraiment une satisfaction quand c'est fini. Un rituel rassurant qui peut devenir envahissant. Il a suffi de quelques mois d'entraînement pour qu'il ne puisse plus s'en passer. Il y a eu vraiment une addiction qui s'est mise en place. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté de courir, j'avais vraiment un manque. Il n'était pas concevable que je décale un entraînement, parce que c'est comme si la vie s'effondrait. Enfin, j'ai eu du mal à relativiser. Pendant des années, ce marathonien amateur a couru jusqu'à 12 heures par semaine. Entre sa vie familiale et professionnelle, il lui fallait trouver, coûte que coûte, le temps de s'entraîner. Dans 3 minutes, je suis prêt, opérationnel, et je vais pouvoir partir. Donc opérationnel, c'est l'équipement pour la course à pied, et puis en plus le matériel pour la mesure, etc. Bruno court toujours, mais plus comme avant, grâce à une déchirure à la cuisse qui l'a privé de sport quelque temps. Une période de sevrage obligée, qui va lui permettre de changer de regard sur sa pratique intensive, d'en comprendre les dérives. Je pense qu'on peut sombrer dans l'excès. Je pense m'être sorti de cette addiction parce que ça devient un peu, avec le recul, illusoire de piquer une colère parce que la réunion tarde et je ne vais pas pouvoir faire ma séance de course à pied. Donc c'est assez, la dérive est assez facile et je le vois autour de moi. Enfin, des personnes qui après vont commencer à faire des régimes, qui perdent du poids jusqu'à menacer leur santé. Ils deviennent quasiment anorexiques parce qu'ils pensent que le poids est un ennemi pour faire une performance. Des personnes qui ont perdu 25 kilos et qui arrivent à presque au niveau du rachitisme. Bon bah nickel, conditions parfaites, pas de vent, parfait. Qu'est-ce que ça dit? Alors? Bah c'est de l'huile. Ça glisse pas un peu ici? Regarde, pas de vent, nickel. Sauter dans le vide, c'est leur adrénaline. De gauche à droite, François, futur sous-officier de gendarmerie, Guillaume, moniteur de parapente, et Antoine, fabricant de parachutes. Chaque week-end, ces trentenaires pratiquent le base jump, un sport dangereux qui a fait 20 morts dans le monde en 2014. Si l'on veut rester en vie, la préparation de chaque saut est capitale.
La pièce maîtresse de leur équipement est une combinaison appelée wingsuit. C'est elle qui leur permettra de voler dans les airs pendant quelques secondes avant le déclenchement du parachute. Allez, bon saut les gars, bon vol. Le moment où on pousse dans le vide, c'est un moment assez délicat dans le saut. C'est là où on est un peu vulnérable tant qu'on n'a pas de vitesse. Donc s'il y a du vent latéral, ça peut être assez dangereux de nous mettre un peu sur la tranche. Donc on ne saute pas quand on a du vent de côté. Même si ces base jumpers sont très expérimentés, le risque est là. Leur concentration est totale, la moindre erreur peut être fatale. 3, 2, 1, bas. Il ouvre. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens, François? Quoi? Qu'est-ce que tu ressens face au vide? Toujours une petite appréhension, parce que c'est pas, je pense que c'est assez sain. Sans que ça soit stressant, quoi. Voilà. Mais bon, le rythme cardiaque monte un peu. Après, j'ai plutôt envie d'y aller vite fait. On sait qu'une fois qu'on sera dans l'air, on sera dans un fluide, on sera en mouvement. Et une fois qu'on a de la vitesse, on est en sécurité et ça vole. Base. François est très soucieux de la sécurité des autres. Et aujourd'hui, il y a trop de parapentes dans le ciel pour qu'il puisse savourer la liberté de voler. C'est sympa, mais il y avait beaucoup de monde en l'air, donc j'ai fait un saut, on va dire, conservateur. Voilà. Donc je me suis bien concentré, plus par rapport au contexte, à la circulation, quoi, que le saut en lui-même, d'être sûr qu'il y ait tout qui allait bien. François a 35 ans. C'est un enfant des Alpes. Il est né dans ces montagnes qu'il aime défier de toutes les manières possibles. Alpinisme, ski extrême, il vit ses passions comme autant de sensations nouvelles. Le base jump est sa dernière expérience. On se voit descendre le long de la falaise, comme un oiseau. Là, quand on est dedans, c'est fini, il n'y a plus d'appréhension. Par contre, le corps est en alerte. C'est sûr d'un point de vue physiologique, il doit y avoir un peu d'adrénaline, un peu de tout, plein de choses qui font qu'on est prêt, quoi. Les premières fois, c'est effectivement... quand le corps est en situation de stress, le champ visuel se réduit, donc on est moins attentif au final, c'est pas terrible. Après, quand on se détend, on est au contraire plus en sécurité parce qu'on est plus ouvert sur ce qui se passe autour. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un côté addictif en fait? Ouais, il y a un côté addictif, mais je pense pas qu'il soit plus addictif que dans d'autres sports si on est vraiment passionné par son sport. Moi, j'ai fait d'autres disciplines avant et il y a un moment quand j'étais à fond dedans du côté addictif, j'étais pareil qu'avec le base jump. C'est pas le base jump qui est plus addictif. Après, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, donc, mais peut-être que dans 4-5 ans, j'en ferai plus et je serai passé à autre chose. Après, c'est peut-être plus le caractère de la personne. Voilà, donc il y a le côté addictif, je pense pas que ça soit l'adrénaline qui soit addictive. Enfin, pour moi, autrement, on se ferait une injection d'adrénaline tous les matins et puis on n'aurait même pas besoin de prendre de risques. La prise de risque est en général le point commun des base jumpers. Si l'adrénaline ne rend pas accro, surmonter sa peur est souvent ressenti comme un déclencheur. Le saut est vécu comme un exploit que l'on veut revivre. Salut François. Salut François. Comment il va? Ça va. Ça a été? Au pliage tranquille, au soleil couchant. François Estève a 58 ans. Il est professeur à l'université de médecine de Grenoble et pratiquant régulier de base jump. Il se souvient précisément de ce premier saut au cours duquel il a vaincu sa peur. Dans la demi-seconde, en flottement dans l'air, en apesanteur, déjà c'est l'extase quasiment, puis la chute, puis la bonne position, la bonne dérive, être à sa place proprement, ouvrir quand il faut, se poser comme il faut. Donc c'est tout un ensemble qui, quand il est bien fait,
est génialement agréable. Et après, on ne pense qu'à une chose, c'est remettre le couvert et enchaîner des sauts. Sans être du domaine de l'addiction, ça commence à y ressembler un petit peu quand même. Le base jump est à la mode. Il attire de plus en plus de pratiquants en quête de sensations fortes qui ne comprennent pas toujours que ce sport exige un véritable apprentissage. Bon, des jeunes ont eu des formations de chute libre très rapides, voire quasi inexistantes. Et ils prennent le risque de sauter tout seuls. Ceux-là ont le taux d'accident le plus élevé. Ça s'était clairement démontré par une enquête réalisée cette année. Donc ces jeunes-là prennent des risques importants. Je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine, bien sûr. Avec ses 600 sauts, François fait partie des meilleurs base jumpers français. Ce qu'il préfère, c'est s'élancer des sommets les plus sauvages, là où personne n'a encore jamais sauté, et voler le plus longtemps possible.